Donc on va enchaîner sur la deuxième intervention, puisqu'on concentre les questions à la fin de la séance plénière, pour être sûr de tenir les échéances. Donc je vais passer sans plus attendre la parole à John pour son intervention. Donc sur l'accès à l'enseignement supérieur en Angleterre. Eh bien, bonjour et merci. Bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité et à vous parler de travaux dans lesquels je suis impliqué depuis un certain nombre d'années. J'aimerais également vous féliciter, notamment au niveau du CNESCO, pour avoir organisé une telle conférence. C'est magnifique de pouvoir écouter des collègues, chercheurs universitaires français et vous entendre parler de vos travaux, sachant que nous sommes confrontés aux mêmes questions. Chacun de notre côté, on y a fait référence dans les panels et dans les ateliers également. Donc, mon propos ne sera pas nouveau pour vous, mais peut-être que l'angle que nous adoptons pourra peut-être être nouveau dans un contexte où le système d'enseignement supérieur au Royaume-Uni est en pleine évolution, avec effectivement des changements de droits d'inscription, de frais d'inscription très significatifs. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement à la problématique suivante. En Angleterre, ces 20 dernières années notamment, nous avons été confrontés avec une très forte expansion du système d'enseignement supérieur, avec un très très grand nombre d'étudiants. Lorsqu'on regarde la répartition de ces étudiants et d'où ils viennent, il y a très peu d'équité dans leur provenance. Lorsque je suis rentré dans les années 70 dans le système d'enseignement supérieur, je faisais partie des 10% de jeunes Britanniques qui entraient dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, plus de 50% des jeunes Britanniques font des études supérieures. Si on regarde la proportion des jeunes qui viennent d'environnements défavorisés, en fait, la situation est très peu différente de celle qu'elle était en 1970, ce qui est effrayant. Et c'est un problème auquel les universités doivent répondre. Donc, un de mes propos aujourd'hui sera de poser la question d'encourager le soutien et les moyens pour aider les universités à ouvrir leurs portes plus largement et à rendre le système d'enseignement supérieur accessible et ouvert à davantage de jeunes et davantage de jeunes différents. Et le mot différent est important parce que notre système d'enseignement supérieur est très bon, très performant dans le recrutement des jeunes qu'ils connaissent bien, mais beaucoup moins performant pour recruter des jeunes apprenants qu'ils connaissent moins bien. Et donc les universités et les apprenants également ont besoin de mieux comprendre toutes ces dynamiques et toutes ces évolutions. Je voudrais me concentrer, dans le temps qui m'est imparti, à Londres et aux dispositifs qui ont été mis en œuvre pour soutenir les universités dans leurs efforts de démocratisation et d'ouvrir largement les portes de l'université à un plus grand nombre de publics. Il y a trois éléments qui m'intéressent. Lorsque je voyage à l'étranger, on me pose souvent la question, quelle est ma vision sur le Brexit? Je vais m'en débarrasser tout de suite. Eh bien, je suis ici, alors vous pouvez imaginer ce qu'est ma vision, mais
en tout cas, donc je vais vous en parler un tout petit peu. Ensuite, je vais vous parler de ma crise identitaire qui est très sérieuse. Et en troisième point, je vais vous parler de la convergence en matière de politique élaborée et en prenant l'exemple de l'Angleterre et de la Suède. Puisqu'on est dans une conférence de comparaison internationale, je vais prendre l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la Suède. Et un outil dont je vais vous parler, utilisé par 3000 écoles, 90 000 étudiants. Donc le Brexit. C'est la couverture d'un ouvrage qui, originellement, avait été utilisé dans les années 50, 60 pour enseigner la lecture. J'étais un des chanceux, bon, je ne sais pas si c'était chanceux, mais j'étais un des... Donc c'est le livre des clubs des 5, donc le fameux club des 5. Et les voilà, ces jeunes, ces 5 jeunes, donc une fille et 4 garçons et Timmy le chien. Timmy le chien qui essaie de surnager, de tenir sa tête hors de l'eau sans savoir exactement dans quel sens aller. Et je pense que cela représente bien le dilemme des Britanniques en ce qui concerne le Brexit. On ne sait pas trop dans quel sens aller. Et c'est une bonne analogie pour représenter le système d'enseignement supérieur en Grande-Bretagne. Ils ne savent pas, pour la plupart des jeunes, quelles sont les opportunités qui leur sont offertes et comment entrer dans ce système d'enseignement supérieur. Donc cette image, cette couverture me semble représenter une belle métaphore sur la situation par rapport au Brexit, situation du Royaume-Uni et la situation des jeunes par rapport au système d'enseignement supérieur. Et c'est tout ce dont je vais vous parler concernant le Brexit. Mais les prochaines slides, en tout cas, vont peut-être vous faire deviner de quel côté j'ai une crise identitaire, je dois le confesser. Je fais trop de choses, probablement, mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous compreniez mieux d'où je viens et quel est mon positionnement par rapport à ces questions. Dans les quartiers de l'Est de Londres, j'ai lancé une étude qui s'appelle Continuum avec le centre de démocratisation éducative. Donc c'est en gros un think tank, un club de réflexion. Essentiellement, ce que nous faisons avec mon équipe, c'est d'essayer de donner du sens à ce concept d'engagement, de participation plus massif des jeunes dans les systèmes d'enseignement supérieur au Royaume-Uni, mais pas seulement, en Australie, aux États-Unis et en Scandinavie et d'autres endroits du monde. Le deuxième projet dans lequel je suis impliqué est une association nationale qui s'appelle Action on Access. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en place des collaborations à long terme avec les universités et les différentes parties prenantes pour que les universités arrivent à démocratiser leurs filières et inclure davantage de jeunes différents. Le troisième s'appelle le Forum for Access and Continuing Education, qui est un réseau de praticiens, donc un forum pour l'accessibilité et l'apprentissage tout au long de la vie pour démocratiser les actions de formation, pour inclure davantage les publics qui n'ont pas de référence, d'historique, ni même d'aspiration d'entrer dans le système d'enseignement supérieur. Donc le premier, c'est un programme de recherche. Le deuxième est un programme qui s'intéresse aux politiques à élaborer. Le troisième, c'est vraiment des actions très pratiques, d'élaboration de pratiques, d'évolution, de développement professionnel pour
cette communauté. On en a parlé, il y a eu un représentant. Environ 1 milliard de livres est dépensé chaque année dans les activités d'orientation, d'éducation à l'orientation dans le système d'enseignement supérieur. Une des questions à se poser naturellement, c'est si cet argent du contribuable est bien dépensé. Alors, quelques autres choses, encore une fois, un petit peu liées au Brexit. Le représentant britannique du groupe de Bologne, c'est moi. Le processus de Bologne entre dans le cadre de la dénégociation du Brexit. Et les principes et les aspirations du processus de Bologne sont extrêmement chers et importants pour nous tous, quelles que soient les problématiques politiques auxquelles nous sommes confrontés. Et les dimensions sociales du processus de Bologne n'ont pas été au rendez-vous, je pense, en ce qui concerne les travaux. Et mon rôle a été modestement de contribuer à cela. Et j'ai été professeur invité à l'université de Malmö en Suède. Donc je passe mon temps entre l'Angleterre et Malmö en Suède. Donc je passe 50% de mon temps en Suède, le reste du temps dans les quartiers est de Londres, voilà, East London. Alors là, en termes de convergence, d'élaboration politique, je vous ai parlé de convergence entre les politiques éducatives et en matière d'orientation entre le Royaume-Uni et la Suède. Et les raisons pour cela est que dans les années 2000, la Suède et le Royaume-Uni ont défini des objectifs identiques en matière de démocratisation. Ils voulaient que 50% de leurs jeunes de 18 ans entrent dans ou soient dans le système d'enseignement supérieur d'ici à 2010. Ils se sont donné 10 ans, donc j'étais conseiller de leur gouvernement sur quelques thèmes. Ils m'ont parfois écouté, pas toujours. Et on m'a demandé de faire partie d'un groupe de réflexion interparlementaire en Suède et de faire le lien avec le Royaume-Uni et les praticiens britanniques. Donc j'ai passé 3 ans à participer à ce groupe parlementaire avec d'autres publics que ceux avec dont j'étais habitué, et en contribuant donc à l'élaboration de recommandations politiques et à conseiller le gouvernement social-démocrate qui était au pouvoir à cette époque. Et quelques autres ouvrages, articles sont indiqués sur cette slide qui reflète mes travaux de chercheur et d'universitaire. Voilà, en tout cas, les éléments de contexte me concernant et concernant mon équipe et mes travaux. Alors, en ce qui concerne l'essence de mon propos ce matin, ceci est une étude de cas sur un outil. Je ne suis pas totalement à l'aise avec le fait de l'appeler un outil. On l'appelle outil par simplicité. C'est un outil pour cartographier les travaux de outreach. Outreach, difficile à traduire, dit l'interprète en anglais, mais en gros, c'est toutes les actions qui sont réalisées entre les écoles, les universités, d'information, de communication, de présentation, de sensibilisation, pour s'assurer que les publics sous-représentés dans le système éducatif aient les moyens, les ressources davantage d'avoir accès aux filières professionnelles et universitaires qui seront qui soient effectivement des passerelles vers la classe moyenne et vers les emplois, vers le marché du travail. Donc ces activités de outreach sont donc très importantes et de nombreuses institutions, de nombreuses parties prenantes sont impliquées, sachant que les acteurs sont très très nombreux. Et
une problématique politique très très compliquée parce qu'il y a des intérêts établis, très ancrés, et plus je passe du temps à mieux comprendre les complexités de ce tissu et des voies de réforme politique, je me rends compte que certaines de ces problématiques sont extrêmement ancrées et que le système d'enseignement supérieur peut jouer un rôle et solutionner ces problématiques très lourdes socialement, sociétalement parlant, mais ne peut pas être le seul. Nous passons environ 400 millions de livres. Seulement sur Londres, il y a 35 universités situées à Londres pour 11 000 habitants résidant dans la grande métropole de Londres, 3 000 écoles secondaires, plus de 9 000 élèves. Donc c'est un très très gros dispositif simplement sur Londres, scolaire et éducatif. Nous avons voulu cartographier toutes les activités couvertes par ces financements de 350-400 millions de livres réalisés dans les établissements scolaires et les établissements universitaires. Et la question que nous posons, c'est dans votre école, dans votre établissement, quel lien avez-vous avec les universités? Et nous demandons aux universités la même chose, mais pas au même moment, bien sûr. Nous posons la même question aux établissements scolaires, aux établissements universitaires, mais à des moments différents. Et ensuite, on compile les réponses, on les croise et on produit donc un outil de cartographie qui permet d'identifier ce taux de participation, ce taux d'engagement, quelle que soit la façon dont on l'appelle, dans les 33 boroughs, donc les districts et les plus de 3000 écoles secondaires qui sont situées dans la métropole de Londres. Donc, on a un programme qui s'appelle Reaching Wider, c'est-à-dire ouvrir plus largement. Encore une fois, comme je l'ai dit, les universités se sont montrées incapables, pas forcément de façon délibérée, mais la plupart ne savent pas comment réaliser ces actions de démocratisation, de sensibilisation, d'information, communication auprès de ces nouveaux publics. C'est difficile souvent pour ces universités. J'ai rencontré très peu de recteurs et je les ai probablement tous rencontrés, y compris ceux du CL, Imperial College, Oxford, Cambridge et tout ça, les établissements de recherche. Il n'y a aucun recteur universitaire qui soit contre ces politiques. Chacun de ces recteurs, tous ceux que je vous ai mentionnés, sont tout à fait très en soutien de cet agenda politique, mais ont du mal effectivement à le mettre en œuvre et à le rendre concret, effectif. Donc ça, c'est la problématique. Fournir des outils qui soient pratiques, concrets, utilisables par les universités et les universitaires, qu'ils puissent utiliser pour leur propre processus d'auto-évaluation sur leur progression, leur avancement, et qu'ils puissent le partager, avec un public, avec des publics plus larges. C'est une carte, la carte que nous avons produite. Et qu'est-ce que vous montre cette carte? Donc, les quartiers en rouge sont là où l'engagement, la participation des jeunes de 15 ans qui entrent dans le système d'enseignement supérieur par code postal. Nous utilisons les codes postaux dans l'East London et dans les villes situées dans les comtés d'Essex et de Kent. Et là où les districts sont en rouge, c'est très peu de participation dans le système supérieur ou aucune participation. Et il y a effectivement un arc, on voit effectivement tout un bassin de non-participation qui sont indiqués ici en rouge ou qui sont presque des no man's land, des zones où il n'y a pas d'accès, où il y a très peu de jeunes qui sortent de ces quartiers pour entrer dans l'enseignement supérieur. Quelles en sont les raisons? Une des explications est que leurs notes sont inférieures, leur réussite scolaire est inférieure pour qu'ils puissent entrer dans l'université. C'est ce qui est dit. Une autre vision de la problématique est qu'ils
il y a un potentiel totalement inexploité. Et une des problématiques auxquelles ils sont confrontés, c'est le manque d'investissement dans les dispositifs éducatifs et les opportunités. S'il y avait davantage d'investissement en matière d'outils pédagogiques, en matière de soutien des familles, toutes les activités dont nous avons parlé hier et aujourd'hui, eh bien, ceci permettrait effectivement de renverser la donne. La première chose à bien comprendre est de mieux comprendre la problématique. Et la problématique est qu'il y a des zones défavorisées dans les quartiers est de Londres. Et cette carte, en fait, nous l'avons sur l'ensemble de l'Angleterre que nous avons fait via nos travaux. Et il y a très très peu de jeunes dans ces quartiers qui entrent dans l'enseignement supérieur. Donc, ce qui est un signe que les universités ne font pas suffisamment d'actions pour se tourner vers ces jeunes défavorisés et leur permettre d'entrer dans leur filière. Ensuite, on nous a demandé de produire une carte de profil sociodémographique et sur et toutes ces références, toutes ces informations sont publiques. Vous avez les informations de sites web, donc les parents, les familles, les acteurs de l'université du système d'enseignement supérieur peuvent utiliser toutes ces informations, tous ces outils pour mieux cibler leurs actions puisqu'ils savent exactement les quartiers qui sont défavorisés. Lorsque je vois donc les centaines de millions de livres qui sont dépensés par les pouvoirs publics, je vois immédiatement les quartiers, les établissements scolaires qui pourrait accueillir ces investissements, étant donné que ces zones se retrouvent en difficulté d'accès aux enseignements supérieurs. Donc, dès que je parle de ces questions aux recteurs d'université, immédiatement, ils font circuler largement ces informations, cette problématique à l'ensemble de leur staff en les interpellant. Mais qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Donc, on a des exemples ici d'activités. Vous avez dans la partie rouge ici de cette carte un quartier défavorisé. Il y a 25 initiatives, 25 activités qui ont été lancées depuis notre étude pour s'engager dans davantage d'interactions avec les universités. Donc, nous avons fait cet outil pour l'ensemble de l'Angleterre avec un niveau de détail très important. Donc, si vous êtes un conseiller d'orientation, vous pouvez avoir ces informations et vous savez quelles universités font des actions de sensibilisation et de travail vers ces publics. Si vous êtes un employeur, vous pouvez avoir ce type d'informations et utiliser ces informations. Si vous êtes également un administrateur d'établissement scolaire ou universitaire, vous pouvez également le faire. Donc, si cela vous intéresse, je vous recommande véritablement de vous intéresser à ces outils, à ces données qui permettent effectivement de contribuer à une plus grande démocratisation de l'enseignement supérieur. Alors, quelques autres projets dans lesquels nous avons été impliqués. Tout d'abord, ce que nous avons appris, c'est que l'intervention le plus tôt possible dans le système scolaire est essentielle. Il ne faut pas commencer en secondaire à 13, 14, 15. C'est trop tard. Les dés sont déjà jetés. Et nous avons besoin d'entrer en contact avec les collectivités locales, avec les familles, bien sûr, dès l'école primaire pour que les acteurs puissent concevoir, se projeter. Et donc, l'intervention le plus tôt possible est importante. Que ces interventions, ces actions soient les plus durables possibles afin que des relations à long terme soient établies. Troisième élément est que l'ensemble de la classe d'âge doit être ciblé. Il y a le danger que les parents les plus actifs de classe moyenne vont faire ce qu'il faut pour que leurs enfants soient sensibilisés en priorité et profitent de ce dispositif, ce qui est le cas. Donc il faut effectivement
il faut également toucher les publics notamment qui sont peu familiers et qui n'ont pas l'habitude de ces dispositifs. Et il faut encourager les interactions, la coopération, les participations entre les établissements scolaires, entre eux, entre les établissements scolaires et les universités, sachant que l'enseignement primaire, secondaire, universitaire est un bien social, un bien commun, et donc il y a une responsabilité collective de démocratiser l'accès du plus grand nombre. C'est comme les problématiques sanitaires de santé, c'est un bien commun, un bien social. Et finalement, d'avoir des séances qui soient très concrètes, qui s'attaquent aux problèmes très spécifiques. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Un grand merci donc de m'avoir donné la parole et je répondrai à d'éventuelles questions avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, John.